Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur ce podcast de l'Enregistroscope. Merci beaucoup de nous écouter et d'avoir lancé ce podcast sur Dune. On espère vraiment qu'il vous plaira. Nous, on a pris un grand plaisir à le faire et on en est fiers. Maintenant, ce podcast a été enregistré en avril 2024. Vous comprendrez pourquoi est-ce que, tout d'abord, la configuration avec laquelle on enregistre est différente. C'est un détail, mais vous le remarquerez. Et dans un second temps, que nous ne parlons pas du décès de David Lynch survenu, évidemment, après avril 2024. David Lynch nous a tragiquement quittés en début 2025, si vous ne le savez pas. On espère simplement que ce podcast vous plaira. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, à suivre ce que fait la production Drakkar. Et puis on se dit à très vite. Allez, ciao. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ces écrans? Il s'agit d'un système de surveillance hyper sophistiqué. Un système tout simplement épatant. Des machines qui permettent d'enregistrer des images sur une bande magnétique. J'ai appelé cela des enregistroscopes. Le temps que les écrans chauffent, Bienvenue sur le podcast de l'Enregistroscope. Je suis Dorian, je vais co-animer ce podcast avec mon ami et collègue Quentin. Bonjour Quentin, comment tu vas ? Ça va bien, et toi? Ouais, bien, on est chaud. Alors Quentin, pour te présenter, tu es cadreur, tu es également prestataire en captation vidéo et technicien pour le spectacle vivant, Tout à fait. et prod de l'émission. Exactement. Et oui, et tu t'es dit que tu pouvais me faire regarder le Dune de 84. Eh bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà, je m'en serais bien passé, mais merci. Alors, fallait bien contraster avec celui de Denis Villeneuve. Oui, ouais, on est... Alors là, ça c'est un postulat de base sur lequel... on est tous les deux d'accord direct, ça je suis tout à fait d'accord. Donc on va parler donc du Dune de 84, donc sorti en 84 bien sûr, un long métrage space opéra américano-mexicain réalisé par David Lynch, crédité sous certaines versions au nom d'Alan Smithy. Au scénario, on retrouve également David Lynch avec un crédit un peu différent sur certaines versions. Le crédit Judas Booth, donc si ça vous évoque quelque chose, voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Et produit bien sûr par la De Laurentiis Company, et dont la directrice de production était Raphaël De Laurentiis, et le légendaire producteur Dino De Laurentiis travaillait dessus dans l'ombre depuis des années, pour un budget de 45 millions de dollars. Alors le succès du film est un peu controversé, le film est complètement désavoué par son réalisateur, mais il a été instantanément culte, puisque dès sa sortie, malgré les retours critiques assez négatifs, il y a une petite partie de la communauté cinéma qui s'est mis à défendre envers et contre tout le film. Et aujourd'hui, il y a quelque chose que moi j'appellerais un phénomène générationnel avec un gros point d'interrogation, puisque notre génération et la Gen Z semblent réhabiliter de plus en plus le film. Donc on va essayer de comprendre pourquoi. Alors c'est toi qui as choisi de parler de Dune. Pourquoi est-ce que tu voulais parler de Dune ? Tout simplement parce que je l'ai vu étant jeune, du coup, assez jeune même. Et il m'a marqué parce qu'il proposait quelque chose d'assez différent de ce qu'on voyait dans la SF de l'époque. Et, autant que ce soit à l'année où il est sorti, ou autant qu'à l'année où je l'ai vu. Et voilà, pour moi, il reste intéressant malgré ses énormes défauts. Ça, je ne peux pas le nier. Ah, Mais il est très intéressant sur certains points. Et je voulais justement faire partie de cette petite réhabilitation, même si, bon, il y a un diptyque qui est sorti il y a peu qui va complètement l'éclipser. qui l'éclipse complètement, on est C'est ça. tout à fait d'accord. Ouais. C'est un peu différent pour moi. David Lynch est alors bien sûr, c'est un des réalisateurs les plus importants vivants, voire de toute l'histoire du cinéma, et l'un des artistes les contemporains les plus suivis, les plus importants, voilà, voilà, donc c'est David Lynch, quoi. Mais personnellement, son art a toujours fait écho un peu dans ma vie d'artiste, etc. David Lynch fait écho à plein de choses. Il m'a un peu prouvé qu'on pouvait parler d'onirisme, de rêve,
d'une réalité presque solipsiste et tout dans le cinéma, tout ça, et arriver à le mettre en scène, bien avant que je découvre plein d'autres réals comme Bergman, n'importe. Et du coup, David Lynch est l'un des artistes les plus influents, bien sûr, du monde, mais personnellement dans ma vie. Donc du coup, on pourrait se dire, oui, j'aime bien le Dune de David Lynch, mais pas du tout. Genre de tous les films qu'il ait fait, de tout ce qu'il a fait, s'il y a un truc que je n'aime pas, que je n'ai jamais aimé, c'est bien le Dune de David Lynch. Je reconnais l'ambition du projet, mais c'est pour moi un film chaotique, avec un univers impossible à appréhender. Et les rares choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes sont finalement proposées par Lynch lui-même, quoi. Mais on va le voir, vu la production chaotique que ça a été, il en reste pas grand-chose du Dune de David Lynch. Il en reste rien. Juste comme ça. Alors moi, personnellement, je me suis basé sur la version cinéma. Ouais. Ouais, c'est celle-ci que j'ai vue. J'ai pas eu le temps de voir la version télévision, mais Moi non plus. J'ai vu 2-3 comparatifs il y a longtemps, mais j'ai jamais regardé la version télé, mais je me basais sur la version cinéma, puis de toute façon, ça m'obligeait à regarder le film une deuxième fois. avec une demi-heure de plus. Avec une demi-heure de plus. Non, c'est pas possible. Donc, du coup, ouais, c'est un film compliqué. Voilà. Mais que je trouve pas complètement dénué d'intérêt, qu'on soit clair. Voilà. Tu veux nous faire un petit pitch du film? Allez, let's go. Parce qu'on parle de Dune depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce? Eh ben, Dune, c'est l'histoire du coup, dans un futur très lointain, de la famille Atréide qui est ordonnée par l'empereur Shaddam IV de prendre le contrôle d'Arrakis, qui est la planète qui héberge la substance la plus précieuse de l'univers, l'épice, qui permet entre autres de pouvoir accélérer les voyages interspatiaux, etc. Paul, héritier de la famille Atréide, part avec son père Leto et sa mère Jessica, ainsi que d'autres suivants de la famille du baron, sur Dune du coup. Et seulement peu de temps après leur arrivée, les Atreides sont victimes d'une attaque de leurs rivaux de toujours, les Harkonnen. Et Paul se retrouve seul avec sa mère dans le désert. Nous pouvons compter que sur les mystérieux habitants de Dune, les Fremen. C'est l'adaptation, bien sûr, d'une série de romans écrits par Frank Herbert. Et pour un peu de contexte, le projet Dune passe à travers différentes phases. On a du coup eu le Dune de Jodorowsky, c'est on aura ça. l'occasion de parler, là, qui n'a jamais eu lieu. Là, on est à la fin des années 70, début 80. Le nouvel Hollywood vient de se terminer avec la sortie des Dents de la Mer et du premier Star Wars. C'est des films plus ou moins indépendants avec un retour sur investissement colossal. Et ces films vont faire entrer Hollywood dans l'ère du blockbuster et mettre plus ou moins fin au grand cinéma indépendant. Et Star Wars va lancer une mode liée à la SF, mais aussi, on l'oublie souvent, au mouvement de la fantasy hollywoodienne. Et la fantasy hollywoodienne des années 80, moi, c'est une période que j'aime beaucoup personnellement. Et Dune semblait parfait en fait pour tout ça, parce que c'est plus ou moins de la space fantasy comme Star Wars. Donc il fallait sauter sur l'occasion. En plus, c'était l'un des piliers de la littérature anglophone, avec une fanbase déjà bien présente. Bref, c'est un projet parfait après Star Wars, dû à son approche de la science fantasy et de sa structure monomythique, puisqu'il reprend la structure du monomythe. Bref, il y avait une demande, et surtout, il y avait l'ambition d'un spectacle épique sur la spiritualité. Et personnellement, l'un des traits personnellement que j'apprécie le plus, finalement, c'est l'ambition du projet. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi, c'est vrai que le propos sur la spiritualité, je le trouve intéressant. Je sais que David Lynch voulait s'axer là-dessus. C'est quelqu'un qui aime la méditation transcendantale, tout ça, qui n'a pas du tout affilié à la science-fiction de base. Et du coup, je trouvais que c'était une approche très intéressante dans la science fantasy. Je suis assez d'accord là-dessus, surtout que c'est assez proche au final du roman de Frank Herbert, où il axe évidemment beaucoup là-dessus, sur tout ce qui est mysticisme, mais aussi les religions, avec leur aspect spirituel, bon comme mauvais. Du coup, oui, je trouve que Lynch fait d'ailleurs mieux que Villeneuve, axe un peu mieux sur la spiritualité. Villeneuve, je l'ai trouvé un peu plus terre à terre. Je l'apprécie mieux comme ça aussi. Moi, je savais qu'il est peut-être moins expérimental, parce que bon, c'est du David Lynch, donc forcément, Ouais. voilà. Mais je le trouve moins expérimental, donc moins osé dans tout ce qui est spiritualité, tout ça. Après, je dirais pas que l'approche de Villeneuve est moins intéressante personnellement, parce que Non, pas moins intéressante, mais elle est différente. elle est très différente. Mais ce que je veux dire vis-à-vis de la spiritualité, je trouve quand même que il l'a exploré effectivement de manière plus terre à terre, avec des points de vue plus unanimes. Alors que là, c'est vrai que dans celui de David Lynch, on suit surtout le point de vue de Paul. Mais et son parcours est vraiment très intéressant. Toutes les séquences qui concernent la méditation,
les rêves de Paul et ce genre de choses, c'est parmi les plus réussis. On arrive à ressentir, on arrive à comprendre, on arrive à... Et ça, ça, c'est du David Lynch, justement. On arrive à comprendre à travers des images qui sont montées, qui sont hors contexte. Il arrive à créer un contexte et une signification grâce à une forme de montage alterné avec la musique, de l'ambiance, des images parfois éclairées. Parfois, on ne sait pas ce qu'on regarde, mais on comprend où ils vont en venir. Et ça, c'est très réussi. Sur les scènes qui m'ont marqué, ce serait plutôt des scènes terre à terre, à l'exception d'une. C'est le voyage de Caladan à Arrakis, où justement il passe à travers, je me souviens plus le nom de ce Ok, d'accord. système, et où tu vois le représentant de la guilde j'ai oublié le nom de la guilde aussi, le représentant de la guilde qui gère les voyages interspatiaux, Yes. d'ouvrir ce passage entre Caladan et Arrakis, et justement on retrouve ce côté très visuel, très expérimental, un peu comme les visions de Paul. Oui, sur ouais, Arrakis. complètement. Ouais. Et du coup, ça donne une compréhension un peu de ce que permet l'épice et de quelle façon. Oui, oui, c'est vrai. Oui. C'est un truc effectivement que oui, j'avais pas identifié, mais c'est assez juste effectivement la manière dont il identifie l'utilisation de l'épice, l'hyperespace, tout ça. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est un peu le problème, c'est que le film n'a pas le temps et il n'y a pas de il y a pas de vraie préparation. C'est juste soudain, hop, on passe en hyperespace du coup, il y a des éléments qui sont. Si on n'a pas 2-3 clés pour comprendre l'univers de Dune de base, ça fait partie de ces éléments, je trouve, qui sont. Enfin, moi, la première fois que j'ai vu. De tout ce que j'ai vu de Dune, c'était du coup le Dune de 84, la première fois que je l'ai vu. C'était le premier élément de l'univers Dune que je connaissais. Je connaissais même pas l'univers Dune avant de voir celui de David Lynch. Et je ne connaissais pas David Lynch non plus, d'ailleurs, quand je l'ai vu. J'étais vraiment jeune, et c'est vrai que j'avais rien capté. Quoi que ce soit, enfin, c'est un univers très difficile à appréhender. Mais de manière générale, effectivement, je note que la direction artistique, la plupart du temps, la direction artistique est vraiment très intéressante et parfois très belle. Et parfois, je dis parfois, parfois très belle. J'aime beaucoup cette introduction, moi personnellement, visuellement, il y a le moment. Parce que un gros reproche que j'ai à faire à Dune, je ne crois pas du tout à l'univers qui est proposé. À aucun moment, je ne me sens je ne me sens voyager en space opéra, je ne me sens connecté spirituellement au film. Aucun moment, vraiment aucun moment. Il y a juste, parmi les 1 ou 2 moments où ça arrive vraiment, l'introduction de la maison Harkonnen avec leur planète, qui est, c'est le moment où vraiment, on te pose une ambiance, tu comprends ce que l'univers signifie, tu comprends ce que la maison Harkonnen représente instantanément avec quelques visuels. Tu représentes l'Empire complètement avec ce plan, tu sais, cette espèce de panoramique où tu vois une espèce de labyrinthe vert gigantesque se perdre au milieu d'un mur d'immeubles. Enfin, c'est une espèce de couloir hyper étroit, très sombre, très glauque. Enfin, c'est un moment où vraiment, oui, ok, là, ça y est, on est catapulté au milieu de l'univers de Dune. Je me sens vraiment pris dans l'univers de Dune à ce moment précis. Enfin, le problème de ce film, c'est qu'effectivement, comme tu dis, il n'a pas le temps. Ils ont fait un film à la base, le premier montage, il me semble qu'il devait durer 3 heures. Non, 3h30, ouais. Ouais, c'est ça, 3h30 même. Et ils l'ont charcuté pour faire une version de 2 heures. Donc forcément, il y a énormément de choses. On sent que le film, il nous montre énormément de choses, mais ils ont clairement pas le temps ni de les introduire, ni de les montrer correctement. À tel point que dans la version finale, ils ont rajouté une voix off avec la princesse Irulan qui est obligée de te raconter parce que sinon, évidemment, que t'es paumé. C'est épouvantable, Mais ça. oui. C'est épouvantable. Là, en le revoyant, je me suis dit, putain, la quantité d'exposition qu'il y a forcée, c'est à ce niveau-là, c'est assez moche. Ça, je suis C'est une d'accord. catastrophe. Ce moment est c'est assez dingue parce que quand je l'ai lancé, je me suis dit peut-être que je me suis hâté sur l'image que j'ai du film et peut-être que c'est pas si mal que ça et tout. Et je me suis tapé 2 minutes de ce monologue et instantanément j'ai compris que ça allait être terrible. Et ce moment est de très loin l'un des pires moments du film alors que c'est l'ouverture. C'est ça. Ce qui est incroyable. Et je sais que ce moment, apparemment, n'a pas été tourné par David Lynch. Ouais. Apparemment, ça a été tourné avec la seconde équipe. Alors, j'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé qui représentait la deuxième équipe. Mais du coup, sur commande de Raffaella et Dino De Laurentiis. Donc, ça fait partie de ces éléments parce que, à force de, comme tu as dit, ils ont charcuté pour 2h10 et on fait pas un space opéra de 2h10 avec un scénario si complexe. Star Wars a un scénario que tu peux écrire sur je ne sais pas moi, sur une page d'agenda
mais il fait 1h30 le film, ou 1h40. C'est ça. Donc c'est facile à appréhender. C'est très simple à appréhender. En plus, la structure monomythique, tout le monde la connaissait inconsciemment et tout, donc c'était facile à appréhender. Là, il y a tellement d'éléments qui se sont rendus compte que le film était imbitable. Et plutôt que de se dire, ouais, vas-y, tant pis, on le divise en deux et on fait, je sais pas, deux films d'1h50, non, ils se sont dit, on balance la structure de 3h30 et on met un texte introductif. Et c'est une catastrophe, vraiment C'est une ça. catastrophe. Surtout que c'est un personnage qui, du coup, n'apparaît jamais en dehors. Elle est en fond dans la dernière scène Ouais, finale. c'est quoi. ça. C'est une figurante, littéralement. C'est incroyable. Et puis, genre, à la fin, en plus, dans le générique, avec ce générique kitschouille, avec des surimpressions avec leurs noms qui apparaissent, tu la vois, Princesse Irulan, et tu fais ah ouais, c'est elle, d'accord, j'ai oublié son blaze. C'est incroyable. Entre le montage, que je trouve, voilà, et puis le déroulement de l'intrigue, enfin voilà quoi, ça fait partie de ces trucs qui sont complètement rushés, mais adaptés. On a le temps de faire des copains-copains avec des combats au bouclier, voilà. Mais on n'a pas le temps de poser l'intrigue. Enfin, moi, il y a l'un des moments les plus frappants, c'est toute d'une partie 2. C'est toute d'une partie 2. Moi, c'est un truc qui me fait hurler de rire parce que c'est ah, ça y est, tu es Zofreman. Ah, voici ton nom. Ah, ok, super. Ouais, hop, on a réussi. Après, bam, ils enchaînent. C'est en fait, je suis votre Jésus à vous. Ah, ok, super, c'est super bien et tout. Et en fait, je suis super fort. Regardez, paf, il fait péter son caillou en polystyrène là. Et d'un coup, ils savent tous le faire. Et du coup, allez, c'est bon, on peut aller attaquer la bataille finale. Tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais, c'est pour ça que je suis très curieux de voir si elle sort un jour cette version de 3h30. Parce que je me dis, les scènes, ça doit être vachement mieux apportées. Oui, moi aussi, je pense qu'en fait, beaucoup de questions qu'on se pose durant ce film sont simplement résolues par les versions originales. Sachant qu'il a écrit son script comme ça. Alors, du coup, pour citer David Lynch en interview, voilà, il a bien dit que dès le moment où il a fait le script et qu'il savait que ça allait mal se passer, enfin, simplement il a dit je savais que je n'allais pas avoir la final cut, mais il n'a pas trop expliqué comment ça s'est passé, donc je pense qu'il avait déjà une pression de la part des De Laurentiis et il savait que ça allait pas bien se dérouler. Et il avait l'angoisse, il a expliqué tout ça, c'était une catastrophe. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça se ressent, quoi. Ça se ressent, quoi. On sent qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Alors, on en parlera, mais il y a d'autres problèmes dans la production. Oui. Mais voilà. Mais alors, ça tombe bien que tu parles de cette version, parce que du coup, en me renseignant sur le film, à sa sortie, j'ai découvert des critiques qui trouvaient le film homophobe. Et je vais, du coup, je veux juste embrigader doucement sur le chemin. Je sais que apparemment Frank Herbert s'était fait, donc apparemment Frank Herbert, voilà, c'est établi plus ou moins, il était plus ou moins homophobe en fait quand il écrit ça. Donc la caricature volontairement homosexuelle des Harkonnen et tout, machin, c'est associé au cannibalisme, c'est associé à plein de choses pas cool. Donc voilà, Frank Herbert, le matériel de base, c'est homophobe, voilà. Mais alors, le truc, c'est que moi, je l'ai appris après. Et la première fois que j'ai vu le Dune de David Lynch, je me suis dit, alors, c'est surtout ce qui est mis en cause, tu sais, c'est la scène avec le baron Harkonnen qui regarde Sting, enfin, Fade Rosa. Ouais. Fade, Ouais, c'est ouais, Fade Rosa. Et il le regarde, et genre, il le regarde, genre, machin. Alors, moi, la première fois que je l'ai interprété, d'abord, j'avais rien capté. Et ensuite, quand j'ai vu plus tard les noms Harkonnen et machin, je me suis dit, ah, en fait, c'est un truc sur l'inceste. Ils sont cannibales, incestueux, machin. J'avais pas du tout capté ça. Et il y en a beaucoup vraiment qui l'ont interprété comme quelque chose d'homophobe, alors en faisant des allégations. Alors moi, pour lequel par contre là je trouve ça va un peu loin. C'est vis-à-vis du sida, tout ça. Alors, j'ai regardé des trucs genre ouais, à un moment, il utilise son sang, je sais pas quoi, il y a du sida. Là, de ce côté-là, j'ai pas du tout été. Du coup, de ce côté-là, j'étais pas du tout. J'étais pas d'accord, quoi, mais après, voilà. Mais par contre, sur l'homophobie, je sais pas ce que t'en penses, mais alors, je connais très bien David Lynch. Il a fait techniquement l'un des films LGBT majeurs du début du XXe siècle, qui est Mulholland Drive, du coup. Et du coup, c'est vrai que c'est assez. J'étais un peu. Et le sexe n'est jamais ni bon ni mauvais. C'est une manière de communiquer dans ces films. Il y a du sexe partout, chez David Lynch. Et dans tous ces films, il y a du sexe, mais c'est toujours un moyen de communiquer. C'est parfois très grave, c'est parfois révélateur de faiblesse, ou alors parfois c'est pour parler de plein de choses, d'exposition, d'identité, tout ça. Je comprends parfaitement qu'on me dise, ouais, la représentation d'Harkonnen est homophobe parce que, voilà, la seule représentation des homosexuels, je ne pourrais jamais dire le contraire. Je pense pas que David Lynch
soit homophobe. Par contre, quand tu adaptes du matériel de base homophobe, il faut faire quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il a essayé de le détourner du coup là-dessus parce que j'ai un biais. J'ai interprété ça comme un inceste au début. Donc du coup, je me dis peut-être qu'il a essayé de le transformer, tout ça, tout ça. Maintenant, quelqu'un qui me dirait frontalement, non mais le film il est homophobe, personnellement, de mon avis, je pourrais pas lui dire, ouais, c'est pas possible. Voilà. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, je sais que j'avais jamais vraiment vu ça comme ça. Je t'avoue que je l'ai jamais vu de cette façon-là, déjà parce que je pense pas que ce soit assez approfondi pour que ce soit vraiment notable. C'est plus sur la façon dont il traite le servant après, dont il le regarde clairement avec, je vais pas appeler ça du désir, mais quelque chose de bien plus malsain. Et la scène qui s'ensuit où il lui arrache un orifice spécial et t'as le sang qui commence à couler. Oui. Scène horrible qui m'a traumatisé d'ailleurs. Super. Mais que je trouve très cool. Mais du coup, effectivement, là, tu fais vraiment passer le baron pour un méchant parce que visiblement, il n'en a rien à foutre des autres. Oui. Mais après, sur le côté homophobie, je sais pas du tout. Je l'ai Ouais, pas moi non vraiment- plus, je l'avais jamais. Du coup, je me suis retrouvé vraiment con. Je suis en mode, ah, ok. Puis après, j'ai commencé à regarder. Alors, Frank Herbert, voilà, c'est établi. Mais du coup, Mm. sur le Dune de David Lynch, j'étais en mode, ouais, c'est un peu chaud parce le matériel de base, du coup, est plus ou moins homophobe. Pour avoir lu, du coup, alors j'ai lu, c'est un peu compliqué, mais j'ai commencé à lire la partie 2 pensant que j'avais la partie 1 chez moi. Et du coup, vu que je bitais rien en moitié de course, je me suis dit, bon, je vais attaquer la partie 1. J'ai commencé à lire la partie 1, que j'ai réussi à dégoter, et j'ai pas eu le temps de la terminer. Du coup, j'ai lu 2 morceaux de partie. Mais dans la partie 1, moi, je trouve quand même que la relation entre Duncan Idaho et Paul Atreides, dans le bouquin, elle est tendancieuse. Donc du coup, j'étais un peu, ok, d'accord. Mais bon, c'est plus ou moins établi. Donc ça, voilà, c'est pas contestable, ce que je comprends. Pareil, encore une fois, la représentation. Mais je pense que finalement, le fin mot sur toute cette histoire d'homophobie, je pense qu'il faudrait, pareil, tu vois, voir la version de 3h30. Quoi. C'est ça. Voir si effectivement les scènes rajoutées insistent plus là-dessus. Et effectivement, que de toute façon, en adaptant un matériel homophobe, il y a forcément un truc qui s'en ressent, puisque tu adaptes forcément des scènes qui sont importantes. Ou alors, faut Donc, l'oblitérer comme celui de Villeneuve, quoi. Ouais, d'une autre façon, du coup. Ouais. Mais Villeneuve, il a fait des gros choix artistiques, mais il avait plus de temps aussi pour le faire. Ouais, puis il y a plus de budget aussi. Voilà. Bon, après, les budgets sont clairement pas les mêmes, il y a 40 ans d'écart. Quoi. Oui, il y a 40 ans d'écart, ouais. C'est ça, mais ouais, du coup, on pointe encore un problème, c'est la durée du film qui est bien trop courte et Bien sûr. le montage. Le montage qui est une catastrophe. Le genre, montage est une catastrophe, mais je trouve que il y a des scènes qui marchent bien. Ouais. Elles sont trop courtes, mais tu sens qu'elles sont trop courtes, mais il y a des choses qui marchent. Après, moi, une scène que j'aime beaucoup, c'est celle de l'attaque de la moissonneuse. Ouais, moi aussi. C'est l'une des Avec, seules que j'aime. C'est ça, avec l'iconisation du verre des sables qui marche super bien. Ouais, qui est magnifique. Ouais. Il y a un truc en le revoyant qui m'a fait rire, c'est vraiment, tu prends celui de Denis Villeneuve, ils sortent, ils font venir les mecs, allez, venez. Ouais. Là, vraiment, Paul, il bouge pas le cul de son siège et il tapote les épaules Ouais. des mecs qui passent. Puis du coup, il se passe la scène où il ressent l'épice. Mais je me dis, si vraiment il avait eu du budget et du temps, cette scène, en fait, elle marche très bien. Et tu vois la scène de la moissonneuse, Denis Villeneuve, il s'en est clairement inspiré. Il y a des Oui, plans. ouais. L'inspiration, je dis pas de la copie, parce que faut pas déconner. Mais En tout cas, ouais, peut-être pour 2-3 looks ou ce genre de choses, je comprends. Après, c'est vrai que moi, je trouve vraiment Denis Villeneuve a découpé son action vraiment post cinéma moderne, post Dark Knight, en fait. Ouais, c'est ça. Donc du coup, tu as ce découpage extrêmement précis voilà, qu'on retrouve post Dark Knight dans le cinéma hollywoodien en général. Je trouve pas que l'action soit incroyable, mais je trouve l'action est lisible. Et, dans celui de David Lynch, et c'est plutôt cool parce qu'il n'y a pas grand chose de lisible d'habitude. Ouais. Personnellement, je trouve la scène de bataille, la scène de bataille finale est une catastrophe, mais elle est montée mais n'importe comment. Et, c'est vraiment, tu dis au figurant, courez tout droit et let's go. oui, c'est ça. Et puis de temps en temps, il y a des plans sur les gens qui regardent la caméra qui font ouais, c'est et ça. puis voilà, c'est bon, on a terminé les scènes de bataille. C'est ça. Ouais, non, je pense que le film a surtout un énorme potentiel gâché par les producteurs et la façon dont il a été préparé Ouais, à ce niveau-là. je suis complètement d'accord. Bah, ça se ressent aussi au niveau des personnages, tu vois. Il y a un personnage. Il y a un personnage qui me fait énormément rire, c'est du coup Duncan Idaho dans l'univers de David Lynch. Il me fait énormément rire parce que non seulement donc c'est Rick Jordan, c'est pas un acteur que je connais, peut-être qu'il y a parmi ceux qui nous écoutent me disent ah si ouais c'est un mec incontournable de telle période. Je ne connais pas Rick Jordan, voilà, mais Duncan Idaho,
C'est un mec, il joue. Donc déjà, on sent au niveau du montage, je ne doute pas de la performance d'acteur de Rick Jordan. Je l'ai jamais vu jouer dans quoi que ce soit. Mais déjà, je trouve qu'il joue très faux. Mais je pense que ça vient du sélection. Je pense que, comme plein d'éléments, Mm. comme des plans où il y a des personnes qui rigolent au milieu dans le champ, clairement en gros plan, ce genre de choses, je pense clairement qu'il y a un problème de montage. Mm. La sélection des rushs n'a pas été suffisante. Il n'y avait pas un assez grand nombre de prises. Et du coup, il y a des prises qui sont clairement très mauvaises qui ont été sélectionnées. Et toutes les prises avec Rick Jordan sont non seulement incroyables parce qu'il joue très très mal, mais c'est littéralement le mec qui dit ah bonjour, je suis Duncan Hideo. Il arrive, il fait oui bonjour, ah il est super fort. Et après il repart. Et après il revient ah bonjour, je suis Duncan Hideo. Ah Duncan, comment tu vas? Je vais bien, au revoir. Il repart. Et après tu le vois mourir et t'es censé ressentir quelque chose genre non Duncan Hideo, mon dieu c'est horrible. Et c'est un moment qui m'a fait hurler de rire le moment où je l'ai vu, et c'est parce que t'es censé ressentir quoi. Ouais, bah, Et je pense qu'il y a aussi ça, c'est que je comprends pas pourquoi De Laurentiis, par exemple, s'est dit, ouais, peut-être que c'était un problème de cachet, genre il dit, merde, on a payé. Alors je sais qu'il y a des acteurs qui apparemment n'apparaissent plus dans la version, alors qu'ils sont crédités et tout. Et je pense que la version, tu vois, la version de Rick Jordan de Duncan Hideo, pour moi, elle aurait dû être effacée du montage, en fait. Vraiment, elle aurait dû être effacée du montage. Elle fait partie de ces trucs. Ou alors fusionner à l'écriture, ils auraient dû se dire ouais vas-y on prend tel personnage, on prend Duncan Hideo, on prend le baron, on prend le duc Leto, hop on les fusionne et puis on en fait un bloc. C'est ce qu'a très bien fait Peter Jackson en fait. Alors voilà, c'est pas la même chose, mais c'est voilà. D'ailleurs le Dune de David Villeneuve tient plus de celui de tient plus du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson que du Dune de David Lynch, mais voilà, mais il y a plein de personnages comme ça qui auraient dû être fusionnés. Faire quelque chose avec. Il y a la relation entre Chani et Paul, faut en Ouais. parler. C'est une catastrophe. Ah, c'est pareil, je sais pas ce qu'il y avait dans la version originale, mais là, le montage marche pas du tout. Ah, et puis, genre, ça m'a frappé, c'est entre la partie 1 et la partie 2, Mm. il y a le retour de la princesse Irulan qui fait une espèce de fondu enchaîné en parlant et blablabla, et il se passe à ça, il se fit intégrer chez les Ouais. Fremen, et puis on l'appelait comme ça, et puis machin. Tout est raconté en scénar, donc ça représente une moitié d'intrigue, tu vois. Genre, c'est épouvantable, et au milieu de tout ça, t'as Chani, que t'as vu 2 fois, qui lui fait juste un sourire et qui applaudit parmi les autres, et la relation entre Chani et Paul se développa et devient, enfin bref, se transforme en relation amoureuse, et tu le vois juste sur un plan, ils se font un baiser, et tu fais t'es qui? On t'a vu 2 fois, Ouais, tu ouais. vois. Parce qu'il faut toujours penser une adaptation. C'est bien beau de dire oui, mais les gens qui parlent de Dune, ça ils connaissent. Normalement, un film, c'est un film. Ouais. Donc il faut qu'il soit compréhensible en tant que film. Tu peux pas juste te dire, ouais, genre, ah bah, Chani, tout le monde la connaît, donc on n'a pas besoin de la présenter, on la voit 2 fois, et puis c'est bon, elle fait un bisou à Paul, tout le monde le sait. Non, tout le monde le sait pas, quoi. Et en même temps, s'il y a une voix off par-dessus, c'est bien que ça a dû être charcuté à mort et que les mecs ont dû rajouter la voix off par-dessus pour expliquer ce qui n'est pas. Mais bon, c'est vrai que rajouter une voix off pour expliquer 1 heure et demie de montage manquant, c'est quand même pas top. Ah, c'est pas top, non. Non, c'est Ah non, clairement c'est pas pas top. ouf. Une bonne Mais- vieille voix off des familles, là, non, Ouais. c'est pas fou. Hein, c'est pas fou. Ça, Ouais, c'est. puis c'est tout ce vraiment ta suspension d'incrédulité, elle marche pas du tout, quoi. Ah, elle vole en éclats, là. Ouais, c'est ça, Elle est c'est- dézinguée. Enfin, moi, je le dis, hein, moi, elle est détruite. Il y en a, j'ai vu sur des. J'ai quand même checké un peu les forums parce que. J'ai quand même checké un peu les forums sur les retours parce que vous tapez forum Dune de David Lynch. Alors là, c'est la guerre. C'est genre, c'est la guerre entre ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment pas. Et il y a parmi les arguments, c'est genre, oui, Star Wars, il a un texte introductif. Genre, Star Wars, ça fonctionne tout simplement parce qu'il y a un texte avant qui est légendaire, c'est il y a longtemps dans une galaxie lointaine. Mm. Et dès le moment où tu vois ce texte, t'acceptes tout. C'est pour ça que c'est bien fait, en fait. Mm. Là, t'as une personne sur fond bleu qui se met à parler dans une tenue chelou et qui commence à te dire oui, bonjour, je suis la princesse Urilan. Et là, t'es en mode qu'est-ce qui se passe? Et là, elle Ouais. commence à te dire Baron Harkonnen, machin. Donc après, quand il y a tout le reste qui arrive avec Chani, avec machin, t'es pas prêt. Mm. Et ta suspension consentie d'incrédulité fait que. Et c'est pour ça que moi, le pire défaut que je trouve à ce film, du coup, je le dis, son point faible ultime, c'est qu'il est inconsistant. En tant Mm. que film, il a pas de substance. C'est ça. C'est un montage. Donc ouais, t'as un délire un peu France 5, genre vraiment avec oui bonjour, on va vous parler, je sais pas moi, vraiment de la bataille de Marignan, ou ce genre de choses. Et puis toutes les 3 batailles
Genre, t'as une reconstitution avec un acteur payé en costume Mm. qui fait ouais, qui gueule un petit coup, ouais, et après il y a une bataille low budget quoi, C'est ça. qui se déroule. C'est ça en fait Mm. Dune. J'ai l'impression de voir une version docu France 5 et c'est une fiction quoi. Ah, c'est clairement un cas d'école sur comment ne pas faire un bon montage, quoi. C'est comment tenter de rattraper les meubles alors que pour des raisons à la con en plus. Mm. C'est vraiment les mecs voulaient une version de 2 heures parce que ça se faisait. Ouais. C'est L'Universal n'arrivait pas à la vendre. Ouais. c'est Ils ça. n'avaient peur de pas la vendre. Ouais. Ce qui est complètement débile, hein, parce Mm. qu'encore une fois, ils auraient découpé le truc en deux, en plein milieu. C'est ça. Ils l'auraient vendu comme deux parties. Enfin, Ça, surtout que le film, il a quand même des choses à proposer. Parce qu'on sent que les scènes, il y a des choses qui sont montrées, mais pas complètement. On sent qu'il y a quand même du travail en dehors de ce qu'on voit. Et puis tu prends, mine de rien, ce qu'elle propose en termes de SF, le Dune de David Lynch. À l'époque, c'est quand même très différent de ce qu'on voyait. Tu prends Star Wars, justement, tu vois l'esthétique des vaisseaux, des uniformes, tout ça de David Lynch. Ouais, ça change complètement. Mm. Et ça me rappelle du coup le Dune de Jodorowsky où tu prends les vaisseaux de Moebius qui sont les designs sont incroyables mais ils sortent complètement Ouais. du carcan de ce qu'on connaît encore actuellement. ça, c'est tout à fait vrai. Ouais. Faire différent, ça, Mm. ça, c'est vraiment cool. Et c'est vrai qu'il y a un truc que je le reconnais aussi, c'est que on parle du Dune de Jodorowsky, mais quand on connaît le projet de Jodorowsky et quand on regarde le Dune de David Lynch, c'est Mm. deux projets complètement différents. Ouais. Ils auraient pu se dire, ouais, on va reprendre des assets de l'ancien et faire quelque chose. Et à part quelques trucs de Giger, tu sais, genre chez les Harkonnen, genre avec la tête Oui. et tout, avec la bouche, il y a très très peu de choses Mm. qui appartiennent au Dune de Ouais. Jodorowsky. Et c'est très positif en fait, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment une intention créative Mm. derrière. En C'est même ça. temps, voilà, on est face à un créatif, à vraiment un créatif, et en plus, à un producteur, certes, qui est réputé difficile, très Mm. difficile, mais qui est réputé pour être plus cool que les majors. Voilà, hein. Oui, c'est à prendre avec des pincettes, mais plus cool que les majors. Donc du coup, t'avais quelque chose d'ambitieux. Encore une Mm. fois, moi, c'est l'ambition du projet qui est ouf. Et c'est vrai que tout ce qu'on demande, finalement, c'est une bonne vieille version de 3h30. Je pense que C'est ça ça. n'arrivera jamais. Mais ou alors, Mais- à part s'il y a une version, tu sais, s'il y a les rushs restants qui leak un jour Ouais. et qu'il y a des fans qui se mettent à remonter le film, je vois pas comment il pourra apparaître. D'une, Ouais. vraiment, enfin, David Lynch a vraiment dit genre, ouais, no, Ouais. fini, voilà. Donc du coup, non, moi c'est un truc. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, tout ce qui est, bah, tu l'as dit, le ver d'Arrakis, Ouais. l'attaque, moi, pas de la foreuse, de Une moissonneuse. la moissonneuse, l'attaque de la moissonneuse d'épices, enfin, la moissonneuse d'épices, tout ça, c'est un moment de réussite pure et dure. C'est ça. Vraiment, c'est parmi les seuls trucs. Moi, c'est marrant parce que donc j'ai mis 3 séquences vraiment cool, Ouais. et bah, c'est les seules séquences que j'aime, et après tout le reste, en fait, pour moi, c'est pas possible. Tu sais, tout l'univers que Lynch a apporté, Mhm. donc tu sais, notamment avec les. Comment ça s'appelle? Les pistons manta. Tu sais, le truc. Oui, les où- mantas, ouais. le truc. Non, tu sais, la boîte, l'espèce de boîte à chaussures avec une lampe au bout qui permet de tirer des rayons invisibles qui explosent. Ah, les. J'arrive pas à croire que je viens de prononcer cette phrase, mais. Ouais, je sais plus. Les modules étranges. Les modules étranges, merci, les modules étranges. Alors, problème, c'est pas du tout introduit. Ouais. Donc, du coup, ça paraît what the fuck pour les fans de Dune et pour un spectateur lambda. Donc, du coup, c'est genre, qu'est-ce qui se passe? Et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a comparé, oui, ça utilise le Kiai et tout. Alors, peut-être dans l'idée, peut-être dans l'ambition, mais je veux dire, je fais du jujitsu. Du coup, je sais ce que c'est qu'un Kiai, et ça n'est pas du tout. C'est pas ça, un Kiai. Il y a un moment, il y a un plan incroyable. Je crois que je suis plus sûr. Je crois que c'est Stilgar qui fait un Kiai qui est face à la cam et qui sourit un petit peu, genre il laisse échapper un rire. Et je me dis, mais tout est là, quoi. Ouais. C'est genre, t'as l'idée, t'as l'exécution. Un acteur qui peut pas s'investir plus que ça, qui trouve ça ridicule, et juste un moment, what the fuck, en art massif, quoi. Mm. Qui est complètement hors contexte du C'est livre, ça. qui est complètement hors contexte du film. Ah, c'est vrai que cette scène où où il apprend aux Fremen à utiliser le module étrange, ils auraient mieux fait de la virer parce que c'est pas introduit avant les modules étranges. Il y a un petit côté mystique à Mm. l'utilisation de cet objet, mais c'est vrai que là, la scène, elle marche pas du tout. Cette scène est incroyable parce qu'elle se déroule, elle est complètement rushée, comme Mm. toute la partie 2. Mais alors, celle-là, c'est du grand art parce qu'on te donne plein d'éléments scénaristiques d'un coup. Genre, c'est oui, bonjour,
En fait, bon, ils le disent jamais, mais je suis Ouais. Muad'Dib. Voilà, Mm. je suis Paul Muad'Dib. Je suis le sauveur de votre monde. Ok, super, trop cool. Et voici un module étrange. Vous pouvez pas péter des pierres en mousse parce que clairement, la grotte est dégueulasse. Voilà, la grotte, c'est incroyable. Tu dis, mais il vit vraiment là-dedans. J'en parlerai après. Mais voilà. Et genre, t'as une espèce de pierre pointue comme ça en plein milieu. Elle est en mousse complètement. Enfin, ou elle est en plastique. C'est super moche. Et genre, vas-y, essaie de tape dessus. Oh là là, j'arrive pas à la casser. Vas-y, donne un coup de pied dessus, ou je sais pas quoi. Il essaye, il arrive pas. Un coup d'épée, tout ça, voilà. Et puis lui, il arrive, il fait son truc avec sa boîte à chaussures pistolet, là, donc le module étrange. Il fait et le machin, le truc, il vole en éclats. Et tout le monde applaudit. Bravo, 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 parce Ouais. qu'il faut le dire, les Fremen ne sont là que pour ça. C'est applaudir ce que fait Paul, sinon le reste du temps, ils sont pas là. Ouais, c'est ça. Et c'est bon, on a remballé. Ça là, c'est bon. Ah bah c'est bon, vous savez l'utiliser. Il y a un petit montage nul, genre oh, on apprend à l'utiliser, tout Ouais. ça. Mais c'est moisi. Enfin, c'est rushé. C'est Mm. rushé, on comprend rien. C'est une catastrophe. Ce Mm. moment est magique, à l'image de tout le reste. C'est à l'image de tout le reste, je trouve. C'est typique. C'est typique du film, il y a plein de moments comme ça. Ouais. Et il y en a plein, mais il y en a plein qui sont réussis aussi malgré tout. Moi, j'aime beaucoup la scène du voyage de Caladan à Arrakis. Ok, Il ouais. y a aussi la scène avec la boîte, avec la chef des Bene Gesserit, où elle lui dit de mettre sa main dans la boîte. Et pour le coup, je trouve que la scène ressemble énormément dans celle de Denis Villeneuve, avec une autre esthétique forcément. Je Mais, suis. Ouais, je te rejoins. cette effectivement. scène-là, effectivement, elle est. Je pense que tu fais un copier-coller des deux, elle match pas mal. Ouais. Mais voilà, elle marche, elle prend le temps d'introduire qui elle est, qu'est-ce que c'est le Bene Gesserit et qu'est-ce qu'elle fait là. Elle veut tester Paul, voir si c'est bien, Jessica a bien fait de mettre cet enfant au monde, quoi. Ouais, Donc cette c'est scène-là vrai. marche super bien et C'est vrai. je pense que c'est même la première scène bien du film. C'est C'est tout à fait vrai. Oui. parce que tu prends l'avant, c'est trop rushé, t'as trop d'exposition, et c'est vraiment la première scène qui prend le temps de faire les choses, et tu vois clairement, ça marche. Et le film de David Lynch, je trouve qu'il y a plein de petites scènes comme ça, qui sont bien individuellement, mais qui marchent pas dans le montage, et sont entre des scènes qui, elles, sont complètement ratées, comme celle des modules étranges. Moi, j'aime pas, Ouais. mais par contre, pour ce qui est de la boîte, je te rejoins complètement. L'un des tours de force de David Lynch, c'est de faire ressentir des choses au niveau physique Mm. avec des images évocatrices. C'est C'est lui. Voilà. Tu vois la main, tu vois des images de douleur, de machin, tu comprends. Mm. Voilà. C'est instinctif. Ton corps réagit, voilà, tu te dis, ah, ouh, tu te sens pas à l'aise Ouais. en regardant cette scène. En plus, on en reparlera, mais Kel MacLachlan, c'était son premier grand rôle au cinéma, et je trouve que il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Mais ce moment-là, il est hyper convaincant, et du coup, on ressent vraiment la douleur, la détresse, tout ça. Effectivement, je suis assez d'accord. Par contre, pour le verre, pour le domptage du verre, c'est pareil. C'est genre, Ah. ils vont dans le désert, Ouais. on les a jamais vus faire auparavant. Du coup, tu fais, mais qu'est-ce qu'il fait, machin. Il part, t'as le verre qui commence, il grimpe dessus, t'as tout le monde qui l'applaudit à la fin. Oui. Ouais, et tu ne le revois pas par la suite. Ouais, c'est à la fin pour l'attaque, quoi. Oui, Mais vite fait, vite ouais. fait expédié. Mm. Mais effectivement, en fait, cette scène, la fin est rushée, mais je trouve que le début de la scène marche bien. Parce que tu as vraiment ce côté, ils sont en procession, tu sens qu'il y a un genre de rituel qui se fait, et c'est effectivement la première fois que Paul dompte un verre des sables. Le problème, c'est que la scène ne marche pas parce que la fin est rushée, et les effets spéciaux, qui sont quand même Les très fonds bleus. moches. Les Ouais. fonds bleus sont catastrophiques. Moi, il y a un autre truc qui fait que je trouve ça ne marche pas. Et c'est vraiment l'un des trucs que je déteste le plus. C'est que le fait est que, vu qu'on rush l'intrigue, tous les personnages sont des personnages fonction. Mm. Shani, c'est son love interest. On l'écrit comme un love interest, pas de profondeur. Paul, c'est le protagoniste. Il est le héros du monomythe. Bam, le voyageur du monomythe. Voilà, bam, tac. Mm. Stilgar, c'est son mentor. Bam, c'est un mentor. Il fait deux, trois phrases de mentor, et le reste du temps, tu le vois jamais. Les Harkonnen, c'est les méchants. Bam, ils ont un statut de méchant. On n'essaie pas de les développer. Duncan Idaho, c'est censé être son pote. On fait ce qu'on peut avec. Il y a très très peu de personnages qui ont de la place du coup pour l'écriture. Et le fait est que là, du coup, normalement, c'est l'acceptation par les Fremen dans le scénario et tout. Toi, t'es néophyte avec l'univers. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent dans le désert? Pourquoi ils domptent les vers, machin? Ils l'applaudissent tous. Tu fais, mais à quoi ça sert? Et en fait, tu te dis, ah, mais d'accord, c'était pour. Et après, t'es confus. Tu fais, ah, mais d'accord, en fait, c'est pour déplacer les troupes. Ah, mais non, mais en fait, ils le font ou pas? Tu comprends rien. Mm. Et je trouve que ça tient au fait que
Denis Villeneuve, en l'occurrence, il a beaucoup plus de temps, donc du coup, il le pose. On voit Stilgar rider, je sais pas comment dire, rider un verre, tu vois. Donc ça, tu le comprends. Ouais. Ça, tu le comprends. Et ça fonctionne. Voilà. Mais du coup, je trouve que ce truc marche pas parce que les Fremen, ils sont là pour applaudir tout ce que Mm. fait Paul, en fait. Donc, du coup, Ouais. c'est juste, t'as un plan de face où ils font ouais, et c'est fini. Et Ouais, on est c'est très pas bien, loin quoi. des zélotes fanatiques, meilleurs guerriers de l'espace, hein, qui sont censés être et dans le bouquin et dans l'adaptation de Villeneuve. Ouais, de Villeneuve, ouais, effectivement. Ouais. Là, As it, as ouais. it was written. Ouais, moi je le vois vraiment comme ça. Il y a des scénettes intéressantes, mais effectivement, le film dans son intégralité a énormément de mal à être cohérent, quoi. Ouais, et Et du puis, coup, du coup, tu crois pas du tout l'univers. Moi, j'ai noté un truc là dans mes notes, je viens de voir. On dirait une suite de cinématiques de jeux sans les phases de gameplay. Et c'est ouais, très marrant, en hein, mais vrai, je c'est trouve. totalement ça, On ouais. dirait Ouais, une ouais. suite de cinématiques de jeux sans les phases de gameplay. C'est genre, c'est littéralement, voilà, mais tu prends ta manette, tu lances le truc, t'attends pour jouer, et au lieu d'avoir une phase de gameplay, ça skip à la cinématique suivante, et tu fais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, ouais, Voilà. mais oui, je pense que l'analogie marche super bien. Ouais. Ouais, je trouve ça. C'est ça. Non, par C'est contre, il y a pas- un autre bon point que je voudrais aborder aussi, c'est la musique. Et ça, pour le coup, la musique, Ok. moi, je la trouve très bien, déjà parce qu'elle est surprenante de la part du groupe Toto, qui est le groupe qui fait la musique. Et je trouve qu'elle, pour le coup, elle pose mieux l'ambiance à ce niveau-là, que ce soit dans le thème de Dune qui réagit au moment fort et autres. La musique, je trouve qu'elle renforce le côté mystique de Dune et de Arrakis et Mhm. des Fremen. Je trouve qu'elle apporte ce côté un peu grandiloquent. Moi, pas du tout. Alors, j'aime bien Toto, de base, comme Mm. ça, quoi. Ça s'écoute. J'ai regardé tout le film. J'ai essayé de repasser vite fait après l'OST. Et je me souvenais pas du tout de la musique, ni rien, machin. Ça m'a pas frappé. Je trouve. Ouais. C'est effectivement un point récurrent des gens Mm. qui défendent le film. C'est justement, ouais, l'OST, elle est ouf et tout. Je dirais pas qu'elle est mémorable au point de l'écouter À part, ouais. à part, mais effectivement, je trouve que dans l'action, elle marche bien. Elle accompagne bien le truc. Et sans forcément en sortir et devenir un truc que tu vas chantonner sur le chemin du boulot, mais Ouais. vraiment, elle accompagne bien le truc. Et c'est peut-être, elle rattrape, à mon avis, certaines scénettes aussi. Ok, d'accord. Peut-être. Parce que franchement, moi, je ne l'ai pas du tout trouvé mémorable ni rien. Et je l'ai trouvée très discrète. Et je trouve pas du tout qu'elle pose une ambiance. On dirait une musique très générique, personnellement. Voilà. Enfin, en plus, je suis un peu tristou de me dire que je suis sur Jodorowsky, ça aurait été Pink Floyd quand même. Ouais, mais c'est Mais, pareil. Est-ce qu'ils auraient fait un bon truc ou est-ce que ça aurait été générique, peut-être? Je sais pas. Ah, peut-être, oui. C'est- Ah, c'est possible, hein, c'est possible. Je Le t'avoue. connaissant Waters de l'époque, non, je pense pas, parce que Mm. quand tu vois les bandes originales qu'il faisait, voilà, c'est assez ouf. Mais c'est un point, effectivement, c'est marrant, parce que la musique, c'est un point que j'ai vu souvent ressortir. Mm. Moi, voilà, je dis rien. Encore une fois, je n'ai pas de jugement houleux sur le film. C'est juste là, en tant qu'objet, je crois pas en l'univers. Je me sens pas investi Mm. dedans. Et je l'ai vu. Du coup, c'est la 3e fois que je le vois. Et c'est toujours pareil. Et en plus, le truc, c'est que je m'en souviens toujours très bien. Et à chaque fois, je me dis, ah, peut-être qu'il est pas si mal. Et là, bam, c'est la 2e fois du coup que je le revois. Voilà. T'avais d'autres points à aborder, peut-être? Non, après, c'était plus autour du film en soi. Ouais, on peut parler de la production du film. Ouais. Alors, c'est une production très compliquée. De Laurentiis, il sort du rachat des droits de Dune, depuis le projet du Dune de Jodorowsky. Il cherche à faire fructifier les droits. Et puis, il y aura notamment une tentative de projet de Dune avec Ridley Scott, c'est écrit par Frank Herbert. Et Dune, comme Star Wars, se rapproche, comme on le disait, de la science fantasy. Alors, De Laurentiis, il veut sa part du gâteau. Il se dit, on va le produire et tout. Et puis, saucé d'avoir produit Conan le Barbare et d'avoir un excellent succès critique, parce que Conan le Barbare, regardez-le, pitié, c'est absolument génial. C'est l'un de mes films préférés, c'est un des meilleurs films de fantasy jamais sortis. Voilà, saucé du truc, il se dit, ouais, il y a un marché, quoi. Et De Laurentiis, il est toujours sur les bons coups, comme on dit. Bon, les De Laurentiis, il débauche David Lynch, qui sort d'Elephant Man avec 8 nominations aux Oscars et une reconnaissance internationale. Il le débauche parce que sa fille a bien kiffé l'Enfant Man. Ouais. Elle a dit, je voudrais bien David Lynch. Ouais. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément de lien sur le moment. Il n'a pas tellement été choisi pour son talent, quoi.
Mais par contre, j'ai su David Lynch, on lui avait proposé le tournage du Le Retour retour du du Jedi, Jedi. ouais. Je l'avais vu Il avait en. refusé parce qu'il aimait pas la Ouais, il science-fiction. met pas la science-fiction. Mais l'univers de Dune de Ouais. Frank Herbert l'intéressait suffisamment pour qu'il accepte du coup de faire ce film-là. Et je trouve ça assez intéressant et je trouve qu'il en dit long sur le film. Oui, complètement. Puis c'est complètement logique parce que Mm. David Lynch, la science-fiction, tout ça, il l'a dit lui-même. Genre, je me souviens donc d'une interview où il racontait le jour où il a rencontré George Lucas, qui lui a payé un resto au dîner où il lui parle du film. Et David Lynch, ça l'intéresse pas, donc il avait jamais vu Star Wars. Et genre, il y avait George Lucas qui parlait pendant des heures et tout de son univers Star Wars, et t'avais David Lynch comme ça qui faisait et il comprenait rien. Et il a dit, il a pris tellement peur et voilà, il se barrait plus ou moins en courant, quoi. Puis il était très impressionné parce que George Lucas était déjà quelqu'un de monumental et David Lynch était un peu plus jeune, il a 10 ans de moins, je crois. Donc voilà. Et ouais, c'est assez ouf. Mais comme tu le dis, du coup, c'est très intéressant parce que il était forcément inspiré par tout l'univers de la spiritualité, de la méditation d'une, quoi. C'est David Lynch, donc ça l'intéresse forcément. Genre, le mec, on lui dit, fais un biopic sur Elephant Man. Le mec, il te met un passage dans l'au-delà, une scène de cauchemar, une scène de cauchemar onirique et baroque. Enfin, donc là, c'est parfait. Là, il n'y a que de la méditation, il n'y a que de l'ouverture spirituelle. C'était parfait. C'était parfait. David Lynch n'était pas un mauvais choix. Donc ça c'est sûr. C'est ça. Et du coup, le tournage, il commence en mars 83 au Mexique, et ça se passe pas bien du tout. Il y a des techniciens qui sont malades entre la bouffe, la chaleur. Il y a 1 ou 2 interruptions de tournage qui ont déjà eu lieu parce que les De Laurentiis, ils n'arrivent pas à s'entendre à cause des divergences artistiques. Il y a des techniciens qui sont non qualifiés. Alors ça, c'est un truc que j'ai appris en faisant le truc. Il y avait apparemment des techniciens qui ne savaient pas du tout ce qu'ils foutaient là. C'est ça. Ils ont pris des mecs, ils les ont payés au lance-pierre et Ils ils ont se payé sont au dit tiens, lance-pierre, on va aller sur un énorme film. Ouais. Et moi, à chaque fois que je lis cette anecdote, j'imagine, tu sais, la bataille de la moissonneuse avec des mecs qui savent pas comment on pose des lumières et un décor. Et je me dis, ouais, tu m'étonnes, c'est casse-gueule. C'est ça. Voilà. Lynch dira, je cite, je ne savais même plus ce que je faisais, c'était un long cauchemar. Oui. Ça, c'est, Il y avait même, j'ai lu aussi qu'il y avait des pannes de courant qui ont dû interrompre le tournage. Les pannes de Mais courant. plusieurs, pas juste une de temps en temps. Ouais, effectivement, ouais. Pareil, voilà. C'est les coupes budgétaires à la De Laurentiis, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un long projet très difficile qui va le solder donc, par une version de 3h30 au début, considéré par non exploitable selon certains distributeurs. Alors, selon certains, par la Universal. Selon d'autres versions, c'est les De Laurentiis directement qui auraient dit non, tu me fais pas un film de 3h30 avec ton montage. Et bref, dans tous les cas, ils vont remonter entièrement le film en ajoutant donc la magnifique introduction avec Virginia Madsen. Il existe au moins 3 versions, je crois, du film. Ouais, parce que quand il a fait sa version de 3h30, il lui dit non, tu me l'as réduit à 3h. Et après, il l'a réduit à 3h. Et là, ils se sont dit ouais, mais en fait, les films de 2h, ça marche bien, donc tu me coupes encore 1 heure. Wow, donc en fait, il y a eu plusieurs découpes déjà de base. Avant sa sortie. Ça sent bon. Et il y a eu une redécoupe après pour la version télévisée. Pour la version et il me semble qu'il y a plusieurs versions télévisées. Je suis pas sûr de cette info, mais je crois bien qu'il y a plusieurs versions télévisées. Mais voilà. Alors, la version cinéma qui fait office par les fans de Director's Cut, alors je tiens à préciser en tant que fan de David Lynch, c'est absolument faux. C'est très très loin de ce qu'il avait imaginé, puisqu'il y a des plans qui ont été tournés exclusivement pour cette version, donc ça ne peut pas être une Director's Cut, à aucun moment. C'est une version cinéma montée par les De Laurentiis. Voilà, c'est tout. Ça. Et puis, bien sûr, il y a les versions plus longues, réalisé par Alan Smithy. Alors pour ceux qui le découvrent, Alan Smithy, c'est le pseudonyme utilisé par les réalisateurs ne voulant pas être crédités. C'est l'anagramme de The Alias Man, je crois. Je crois que c'est ça, oui. Voilà. Et bien sûr, également un crédit de scénariste pour Judas Booth. Alors très inspiré, David Lynch, puisque Judas, bien sûr, pour Judas, le traître le plus tristement célèbre de toute l'histoire de l'humanité, et puis Booth, l'assassin de Lincoln, John Wilkes Booth. Donc voilà, il voulait dire qu'on l'avait trahi et qu'on lui avait tué son film. Voilà, donc à chaque fois que vous voyez Judas Booth, pensez à l'état mental dans lequel se trouvait ce pauvre David Lynch à la fin du film. Et également l'équipe qui a dû je tiens à dire que les techniciens ont dû en baver aussi. Donc c'est des versions destinées à la télé, Alan Smithy et Judas Booth. Et à sa sortie, le film est un échec critique quasi unanime, que ce soit chez les fans d'Herbert ou chez les communautés ciné.
mais défendu par une poignée de critiques et de cinéphiles qui l'érigent instantanément au statut de culte. Et ça, c'est un truc, je tiens à le dire, je ne le savais pas. Je pensais vraiment que c'était un phénomène générationnel de le réhabiliter, et j'étais très agréablement surpris de voir qu'à sa sortie, dès le début, il y a des gens qui sont postés de base comme non, le film il est trop bien, vous avez rien compris. Et je trouve ça plutôt cool. Je trouve ça plutôt cool que ce soit pas un échec critique cuisant. Oui. Ça, c'est traumatique, je pense. Voilà. Mais le film est quand même un traumatisme pour son réalisateur, hein, qui, je cite, dira il ne faut jamais réaliser un film sans la final cut. C'est la leçon qu'il va retirer. Il va la garder pour toute sa carrière, car il aura la final cut, même quand il se bossera à la télévision, il aura la final cut. Il insistera, sinon, plantera des projets s'il n'obtient pas la final cut. Chose qu'il obtiendra pour son prochain film. Moi, je retire de manière extrêmement positive que du coup, la collaboration avec De Laurentiis va mener en 86 à Blue Velvet. L'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, et l'un de mes films préférés, donc du coup je suis extrêmement content de voir que voilà, ça a mené à ça, qui reprendra notamment Kel MacLachlan au premier rôle, et puis devenu son acteur fétiche par la suite. Et voilà, Blue Velvet est considéré aujourd'hui comme l'un des films les plus influents de l'histoire du cinéma mondial, et c'est un chef-d'œuvre absolu, et je suis finalement, voilà, moi je retiens que dans le négatif, il y a toujours un petit peu de positif, comme me dit toujours ma chérie qui nous écoute, voilà. Tu voulais enchaîner sur quelque chose dans la production ? Sur la production, non, t'as plus ou moins dit tout ce que j'avais noté. J'ai peut-être un peu rushé. Mais par contre, j'ai des choses à dire sur Retour du film et Ouais, tout ce qu'il y a eu. Ouais, sur Retour du film, ouais, bien sûr, bien sûr. Tu veux parler de l'équipe d'abord ? On parle de l'équipe ? Si tu veux. Ouais, ok. Je t'avoue que j'ai pas noté grand chose. Ouais, ok. Bah alors, moi, je vais pouvoir parler de David Lynch, ouais. Alors, c'est un scénariste, réalisateur et producteur, également peintre, designer, musicien et photographe, très connu pour ses représentations et commentaires sur l'esprit humain et ses théories oniriques dans l'art. Il se destine tout d'abord à être peintre, puis découvre ce que le mouvement au cinéma peut apporter comme idée et émotion avec son premier court-métrage Six Figures Getting Sick en 67. Il finit par réaliser son premier long-métrage, Eraserhead, en 77, avec son ami et collaborateur le plus prolifique, Jack Nance, qui est en tête d'affiche du film et qu'on retrouve dans Dune. Et je me souviens jamais de qui il joue, mais je peux juste vous dire qu'il joue un serviteur Harkonnen. Voilà. En 80 sort Elephant Man, qui impose David Lynch comme un héritier spirituel d'Ingmar Bergman. Voilà, donc rien que ça. Et comme un réalisateur incontournable, bien que son film soit l'un des plus terre-à-terre de sa carrière. L'industrie va reconnaître le travail de Lynch. La production va bien se passer avec Mel Brooks sur Elephant Man, producteur du film. Oui, Mel Brooks a produit Elephant Man. Le mec qui a réalisé donc Spaceballs, voilà, a réalisé l'un des films les plus tristement badants de l'histoire du cinéma. Et il va laisser carte blanche à Lynch, une très bonne expérience pour le jeune, puisqu'il le dit lui-même, il m'a laissé la final cut. Il continue du coup avec Dune en 84, voilà, on a compris tout ce qui s'était passé. Et puis après, bien sûr, il aura la carrière qu'on lui connaît. Il va enchaîner donc Blue Velvet, où il va rencontrer une autre de ses actifs fétiches, en plus de refaire jouer son acteur fétiche, Kel MacLachlan, donc Laura Dern en l'occurrence, qu'il retrouvera pour Sailor et Lula. Il enchaîne avec Twin Peaks, la série, le film, Le Stay Away, Une histoire vraie, Mulholland Drive, voilà, l'un des tournants les plus déterminants du début du 21e siècle. Et puis Inland Empire, Return to Twin Peaks. Récemment, il a fait un court-métrage, je ne sais pas si tu l'as vu, Netflix, qui s'appelle Café Jack, qui est sorti en 2020. Je le vois comme un gros troll, comme une satire un peu, mais voilà, mais je le trouve cool. Et là, récemment, voilà, le nom est incroyable, je trouve. Il s'est fait refuser un film par Netflix, un film d'animation, ça serait son premier. Il a toujours voulu faire un long métrage d'animation. Ça s'appellerait Snoot World. Oui, d'accord. Voilà, Snoot World, voilà. Et voilà, c'est à peu près les infos que j'ai. J'ai lu Snoot World aujourd'hui même grâce à un article d'Écran Large. Merci Écran Large. Dino et Raphaël De Laurentiis. J'ai pas grand chose sur eux non plus. Ouais, bah Dino De Laurentiis, il se destinait tout d'abord à être acteur. Il a commencé en 45. En 46, il a produit son premier long-métrage. Il a produit Fellini, Visconti et Pasolini. C'est assez dingue. Alors, c'est pas leur meilleur film, visiblement, dans leur filmographie, mais c'est assez ouf. Et puis, il va opérer autour des années 70 vers un virage à Hollywood. Il va commencer notamment avec Serpico de Sidney Lumet. Voilà, regardez Serpico, c'est trop bien. Mais il va donc strictement dans un registre strictement opposé, c'est l'exact opposé mental. Il va aussi produire Un justicier dans la ville de Michael Winner. Il va produire, mais juste pour le plaisir, je vous en cite, Conan 1 et 2, Flash Gordon, Ragtime, King Kong 276, King Kong Lives, Dead Zone, Firestarter, Amityville 2,
Amityville 3D, Maximum Overdrive, Halloween 2, Halloween 3, Evil Dead 2, Army of Darkness. Et vu qu'il détient les droits de Thomas Harris, il a adapté tout le canon Hannibal Lecter, en commençant par Manhunter avec Dragon Rouge. Enfin, en commençant par Dragon Rouge avec Manhunter de Michael Mann. C'est pas très bien passé non plus d'ailleurs, mais c'est un chef-d'œuvre, voilà, je vous le dis. Et puis, bien sûr, Le Silence des Agneaux, qui va reconnaître comme un producteur hyper influent du cinéma américain. Et puis, il va terminer avec Cannibal Rising en 2007, voilà, ce qui va lui marquer un peu sa retraite. Et puis, Raffaella, elle a commencé donc sur Dune, sur Conan aussi. Et progressivement, elle va travailler un peu de partout, à Hong Kong, à Hollywood, tout ça. Et elle est très influente aussi, voilà, puisqu'elle va produire Rob Cohen, du moins ses premiers films, dont un documentaire que je trouve épouvantable, qui est parmi les plus controversés de l'histoire du cinéma, le biopic sur Bruce Lee, Dragon, l'histoire de Bruce Lee. Mais elle va pas produire Fast and Furious, mais elle a lancé la carrière internationale de Rob Cohen. Et alors, quoi qu'on en pense, c'est assez monumental, Fast and Furious. Donc, elle a quand même eu un impact immense sur le cinéma. Voilà, et récemment, elle continue de produire des séries B, comme la saga Dragonheart, initiée par Rob Cohen. Voilà. Et puis j'ai noté la photographie, un mec qui s'appelle Freddy Francis, qui est le directeur photo d'Elephant Man. D'accord. Donc cool, tu vois. Et voilà, il a fait une histoire vraie aussi, David Lynch, et puis Les Nerfs à vif de Scorsese. Mais voilà, je suis pas marqué par la photographie de Dune, pas du tout même. Donc, voilà. Elle est assez plan-plan. Ouais, elle est assez plan-plan, très basique, très studio, et les fonds bleus sont dégueulasses. Donc du coup, c'est assez chaud quand même. Et certains cadres sont dégueulasses. Et puis il y a Cal MacLachlan, donc collaborateur de Lynch, Blue Velvet, Twin Peaks, bien sûr. Il va faire d'autres films, il va travailler pour Paul Verhoeven sur un film très controversé, Showgirls. Il va faire des doublages, notamment sur les Vice Versa. Et puis il a une grosse carrière dans la télévision, il va faire Sex and the City, How I Met Your Mother, des trucs plus obscurs mais que moi j'ai regardé étant enfant, donc je m'en souviens donc comme Dinotopia par exemple. Si vous connaissez Dinotopia, eh bien bienvenue, vous êtes les bienvenus, voilà. Et puis Flynn Carson, pareil, voilà, Flynn Carson, les Lances de la Destinée, très bien. Et puis il va bien sûr jouer l'un de ses rôles les plus célèbres, c'est Orson dans Desperate Housewives. Je tiens à dire, c'est une très bonne série. Ne croyez pas que c'est juste une série plan-plan amoureuse et tout machin, pas du tout. C'est un pastiche satirique sur la vie des femmes en banlieue chic américaine, donc c'est beaucoup plus acidulé ce qu'on peut imaginer. Et puis, pour terminer, j'ai noté en costume, moi, Bob Ringwood, que je connaissais pas du tout, et je l'ai noté parce qu'il a fait les costumes des Batman de Burton et les costumes d'Excalibur, qui est l'un de mes films préférés aussi, et l'un des meilleurs films de fantasy de cette période, bien meilleur que Dune. Donc voilà, c'est à peu près tout. Donc voilà, pour l'équipe, t'avais peut-être d'autres noms ? Non. Oh, d'accord, Non, ok. vraiment. Pour l'équipe, t'avais rien noté. J'avais rien noté. Osef, ok, très bien. Et puis très bien, donc auteur du film, tu veux... Vas-y, attaque, si tu veux. On peut commencer déjà par l'évident. Jodorowsky's Dune, ouais. Non, je pensais au livre d'abord. Ah, bien sûr, au livre. Alors, j'ai noté très peu de choses, mais oui, vas-y, ouais. Moi, je vais raconter la petite anecdote qui lui a donné l'idée du livre. C'est que du coup, il était journaliste, Frank Herbert, et à un moment, il se renseignait sur les Oregon Dunes, qui est la plus grosse étendue de sable côtière des États-Unis. Et à l'époque, le ministère de l'Agriculture des États-Unis a tenté d'utiliser des herbes pas très gourmandes en eau pour tenter de ralentir la propagation du sable. Du coup, éviter que le sable se répande sur le reste du territoire. Du coup, ça lui a donné l'idée de Dune. Du coup, avec ce sable. D'où les épices. Exactement. D'accord. Et ok, tout c'est le fou. délire écologique de reverdir du Arrakis qu'ont les Fremen, absolument. D'accord, Donc, ok, super. voilà. Trop bien. Voilà, que dire de plus sur le livre ? À part lisez-le, parce qu'il aborde énormément de thématiques sur le rapport à la technologie, sur l'écologie, déjà à l'époque, sur le transhumanisme, les manipulations génétiques, sur la géopolitique, notamment sur les religions aussi, et le contrôle qu'elles ont sur la population. Et tout ce qui est mysticisme. Oui, qui est absolument Voilà, fabuleux. Ouais. c'est ça. Et puis les parallèles à l'histoire aussi. Ouais. Ouais, C'est ça. bien Et, sûr. Ouais. et un des points que j'avais pas abordé pour le film, mais c'est le côté très aristocratique des Bien sûr. maisons de Dune qui sont les principales
acteurs de cet univers-là, il est très présent du coup dans l'œuvre d'Herbert, et je trouve qu'il l'a assez bien retranscrit dans le Dune de David Lynch, avec les costumes, puis vraiment ce côté très familial qu'il y a avec le rapport entre le duc Leto et Paul, mais aussi les servants comme Duncan Idaho et Gurney Halleck par exemple. Donc je trouve que ce rapport-là est assez bien gardé dans celui de Lynch. Ouais, bien sûr. Oui, effectivement. Mais Oui. c'était une c'est petite juste. aparté. Mais c'est tout à fait vrai, Voilà. effectivement. C'est un truc qu'on n'avait pas noté, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et voilà pour le livre, à part de le lire. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Oui, pour l'avoir lu, alors voilà, pour l'instant, je suis pas Au moins les premiers tomes. je suis pas un méga fan. Ouais, le cycle de Dune, quoi. Moi, j'ai C'est ça. commencé à lire comme je disais, les 2 premiers. Du coup, j'ai 2 morceaux de début, mais c'est quand même très intéressant. Ouais. Je suis pas non plus dans le marqué à vie là pour l'instant, mais voilà. Et puis on peut peut-être parler aussi on en parle rapidement Ouais. parce que ça sert à rien d'en parler. Il y a un très bon documentaire voilà. qui le fait. Tout le monde en parle. C'est l'un des projets les plus célèbres l'un des films non jamais réalisés les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Le Jodorowsky's Dune donc c'est un documentaire réalisé par Frank Pavich de 2013. Regardez-le, il est disponible sur arte.tv sur YouTube. Donc regardez-le, franchement. Donc en gros, en 75, les droits sont acquis par Jean-Paul Gibon, Michel Seydoux et Jodorowsky. Il développe le projet avec Jean Giraud, le dessinateur de BD, donc pas le réalisateur de La Soupe aux choux. Jean Giraud, donc le dessinateur BD connu entre autres sous le nom Moebius. Dan O'Bannon, réalisateur de Dark Star et scénariste, enfin réalisateur, co-réalisateur non crédité de Dark Star, responsable des FX et responsable du scénario de Alien. H.R. Giger, bien sûr, artiste plasticien extrêmement célèbre, et Chris Foss, un dessinateur de BD. À la base, c'était un projet donc, de 12 heures de film avec un casque délirant, comme Mick Jagger des Rolling Stones. Ouais. Voilà. Orson Welles. Il y avait Orson Welles. Son paiement de son salaire, c'était une carte blanche chez Maxime, c'est-à-dire que la production allait lui payer jusqu'à la fin de ses jours des repas chez Maxime. Voilà. Ou encore Salvador fucking Dali, je mets bien le fucking, avec un salaire de $100 000 la minute, et ainsi que les groupes Pink Floyd et Magma pour composer la musique du film. Alors il y a plein de concept art qui ont leaké, voilà, c'est utilisé par Il y les a tout le studios. bouquin avec les concept art et des vaisseaux notamment qui. Bah ouais, il suffit qui de est regarder magnifique. Alien et genre tu regardes le bouquin, tu regardes Star Wars, tu regardes le bouquin, enfin c'est chaud quoi. C'est vraiment chaud. C'est ça. Tout le travail est utilisé. Blade Runner aussi, bien sûr. Et alors qu'il reste que $5 millions, le budget est planté parce que les producteurs n'aimaient pas Jodorowsky. Parce que voilà, il a réalisé La Montagne Sacrée et se lancer dans un 12 heures de Jodorowsky, c'était peut-être un peu too much, tu vois. C'est ça. Moi, je pense que, juste un aparté, je ne pense pas que ça soit grave que le film. Il y en a plein qui disent oh, ça aurait été trop bien, ça aurait été trop bien. Vu comment étaient traités les acteurs et ce genre de choses, je pense pas que ça aurait été une bonne chose, que le film aurait été un succès. On sera retourné vers un âge d'or complètement rocambolesque avec des acteurs qui sont payés la moitié du budget des films. On est sorti de tout ça. Et les acteurs sont très très bien payés actuellement, mais on n'en est pas à la période de l'âge d'or où ça représente la moitié du budget du film. Et c'est pas une mauvaise chose. Donc, Je suis assez d'accord là-dessus. Donc voilà, les caprices de star en mode oui, Dali il veut juste être payé le plus cher. Et c'est même pas pour l'argent. C'est juste parce que il voulait être payé le plus cher, par orgueil, comme ça, c'est tout. Et le plus cher de l'histoire du cinéma, ça n'a aucun sens. $500 000 pour 5 minutes. Voilà. Donc c'est pas plus mal quelque part. Jodorowsky et Moebius continueront à travailler dans la BD à travers, je note, La Casse des Métabarons, que j'ai pas lu. Très très cool. Encore les Technopères. Ok, d'accord. Justement, je pense que le fait que le Dune de Jodorowsky ait pas eu lieu, ça a beaucoup apporté à la bande dessinée avec La Case des Métabarons, qui je trouve est génial parce que ça sort complètement de ce qu'on connaît de la SF dans la bande dessinée. Et justement, il va pouvoir se faire plaisir sur la bande dessinée, ce qu'il n'aurait pas forcément pu faire complètement avec le média qu'est le cinéma. La BD, elle apporte un truc qui est vachement plus c'est un autre facile à faire, du coup, pour ce qu'il voulait faire, en tout cas. Et franchement, moi, j'ai lu Case des Métabarons quand j'étais ado et j'avais surkiffé. D'accord, ok. Ouais, donc rien que pour ça, je suis content que le film n'ait pas eu lieu. Oui, parce qu'au moins, voilà. C'est ça, au moins j'aurais pu lire des très bonnes BD.
Moebius, c'est l'un des dessinateurs les plus influents de l'histoire de la bande dessinée en général, et l'un des créateurs de BD les plus influents de l'histoire, Blueberry, tout ça. Donc c'est pas rien. C'est Et, ça. et il faut quand même noter que voilà, quoi, les cases des Matabaron et Technopère, à défaut que le projet Dune ait révolutionné le cinéma, il a révolutionné un autre art. C'est ça. Ce qui est quand même pas rien. Mm. Puis O'Bannon, alors je note que j'ai été très surpris de l'apprendre. O'Bannon, il est parti en hôpital psychiatrique apparemment pendant une Ouais. période après l'annonce du plantage de Dune en fait. Voilà. Et Jodorowsky, il sera vert de jalousie lorsqu'il apprendra que Lynch l'adapte. Et il jubilera devant le résultat. Je vous laisse regarder le documentaire. Il reste, moi j'ai noté 2-3 petits trucs. Le Dune de Denis Villeneuve, on peut en parler vite fait parce que voilà, c'est génial. Il faut absolument les voir. Ça vaut carrément le coup d'œil. Le premier, c'est un gigantesque hommage à Laurence d'Arabie. Le deuxième, c'est un néo-péplum complètement barré. Ils sont tous les deux géniaux. Ils sont géniaux. Voilà, C'est ça. c'est tout, c'est génial. Et pour avoir lu le matériel de base, je pense que c'est typique d'une production qui a pris toutes les bonnes décisions à 100%. Voilà. Et bien sûr les choix bien sûr de Denis Villeneuve aussi qui sont voilà. Mais ça reste des choix artistiques. Les choix artistiques, ouais, c'est clairement voilà. Alors on en rigolait parce qu'à la base j'avais prévu de regarder la série TV Dune. J'ai pas eu le temps. Je suis un peu déçu. Voilà, les retours critiques semblent plus que mitigés, mais j'ai rencontré quelqu'un qui est fan de Dune et qui m'a dit que c'était l'adaptation la plus complète qu'il ait vue. Voilà. En même temps, c'est une série, donc elle a plus de temps pour pouvoir adapter son sujet. Je pense qu'elle a justement eu les avantages qu'a pas eu Dune de David Lynch sur le temps, en tout cas d'écran alloué. Ouais, carrément. Mais après, j'ai l'impression qu'il me semble qu'il manquait de moyens. C'est une série, surtout à l'époque, dans les années 2000, les séries n'avaient pas le même budget que maintenant. Ouais, clairement. Donc clairement, ça se ressent. Et quand je l'avais vu de mémoire, ça m'avait pas marqué plus que ça. Ok. Ça n'avait pas l'air si fou que ça. Effectivement, il prend plus de temps, mais de mémoire, il en faisait pas quelque chose de très forcément très bon, quoi. Okay. Pas forcément mauvais, mais pas forcément bon non plus. Ok. Un peu plus oubliable, quoi. D'accord, très bien. Je suis déçu. Je voulais me le mater juste avant. Il est pas trop tard. Non, toujours la mettre. Je sais pas. Maintenant que le podcast est passé, voilà, je m'en fous un peu maintenant. Mais voilà, mais peut-être que je la regarderai. Ouais. Et puis, j'ai noté du coup les 2 jeux Dune de 92. Parce que tu as peut-être quelque chose à nous dire à ce sujet. Oui, d'ailleurs, apparemment, les deux ont été préparés en parallèle. Oui, je ne savais pas. Et moi non plus, je l'ai appris il y a peu. Et du coup, en fait, au départ, ils ont... Alors, tout d'abord, pourquoi tu veux nous parler du jeu ? Parce que c'est à travers le premier jeu vidéo Dune que j'ai connu l'univers Dune. Et qui, comme lui étant fortement inspiré du Dune de David Lynch, directement, c'est à travers ça que j'ai découvert le Dune de David Lynch. Donc voilà, petit jeu développé par Cryo Interactive. Le premier, ouais. C'est ça. Et du coup, les détenteurs du droit de Dune à ce moment-là ont proposé le projet à 2 boîtes, puis au départ à Cryo, qui a commencé à faire un truc, et puis après ils l'ont proposé à Westwood. À Westwood, ouais. Exactement. Ouais. Alors là, sauf que Cryo, ils ont dit non, en fait, vous ne retirez pas le truc comme ça. Et l'avantage, c'est qu'ils avaient une version à proposer qui a plu aux détenteurs des droits, qui ont dit du coup, on va développer les deux. Donc il y a le premier qui est sorti. Moi j'ai noté en 90, mais. Ah ok, pardon. Moi j'ai noté au 92, mais ok. Mais très bien, et voilà, donc qui est un peu un mélange de genres un peu spécial dans la mesure où c'est un point and click narratif / jeu de stratégie en temps réel. Non, en temps réel. C'est ça. Enfin, en temps réel. On va revenir sur le temps réel. Mais voilà, donc on jouait Paul Atreides qui du coup arrive sur Arrakis, et à partir de là, on suit plus ou moins le déroulé de l'intrigue, à quelques différences près. Il y a des extraits du film dedans, je crois. Dans la version PC, il me semble qu'il y a des extraits du film. Ouais. Et puis, alors moi j'ai bien noté le 2, ouais, effectivement, parce que, alors personnellement, vu que je m'intéresse beaucoup à l'histoire du jeu vidéo et aussi du cinéma, mais voilà, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du jeu vidéo. Dune 2 est l'un des jeux les plus influents de l'histoire du jeu vidéo. Sans Dune 2, le monde du jeu stratégie serait radicalement différent. C'est sans Dune de David Lynch, le jeu vidéo serait différent dans les jeux de stratégie.
C'est incroyable parce que je n'y pensais pas du tout, mais oui, c'est complètement C'est mon vrai. argument, Chuck. Alors c'est vrai que Dune 1 se rapproche du film, mais moi j'ai lu que Dune 2, ils se sont pas du tout Non, basés par sur contre, sur le film. ils sont beaucoup inspirés du précédent jeu de Cryo. Ils ont quand même travaillé en commun avec eux. Mm. Et du coup, ils ont. Par contre, ouais, ils ont complètement développé leur truc. Ça passe sur un jeu de stratégie que maintenant on qualifierait de plus standard. Ah oui, ouais, complètement. Mais ils ont complètement posé les standards de ce qu'ils faisaient. Et ils ont même utilisé tout ce qu'ils avaient appris sur Dune 2. Ils l'ont réutilisé pour Command & Conquer, qui est la licence stratégie qui a marqué l'histoire du jeu de stratégie. Évidemment, ouais. C'est ça. Alors on le retrouve, moi on retrouve des trucs genre Ah bah, le gameplay, c'est le même. C'est ouais, les besoins de ressources spécifiques pour chaque unité de combat, pour les générer. ça. Et c'est une révolution technique, ça n'existait pas avant. En termes Mm. de game design, c'était complètement révolutionnaire. Les maps différentes à chaque mission aussi. C'est ça. Avant, tu avais une map et puis tu avais différents événements. Là, tu avais une map par mission, ce qui était complètement dingue aussi. Et bien sûr, les factions jouables. Ouais, Tu peux jouer plusieurs factions jouables, c'est ça. dont une, apparemment, je ne savais pas, complètement développée pour Oui, le ouais, jeu. complètement les Ordos. créé. Ouais. Les Hordes, c'est ça. Je savais pas du tout. Ouais. On peut jouer du coup les Atreides, on peut jouer les Harkonnen, et du coup les Ordos, qui sont une troisième maison. Je sais pas si elle existe dans le lore de base ou pas. Moi, mais, j'avais cru voir qu'elle avait été inventée pour le jeu. c'est possible. Mm. Et du coup, ouais, donc il y a, on trouve un peu cette trinité qu'on va retrouver dans le jeu vidéo beaucoup de fois après, de 3 factions, du coup, ouais, avec 3 campagnes. Ouais, et 3 possible. campagnes distinctes, C'est ça. donc leur 3. C'est C'est ça. assez mastoc quand même pour l'histoire du jeu vidéo. Mm. Voilà, il y a un peu un avant, un après quoi. C'est ça. C'est assez monumental. C'est un peu comme voilà, c'est certains films qui ont posé des bases de narration, un peu comme si la corde pose Oui. les bases de la narration, tu vois. En plan séquence, là, genre de multiples factions et des maps différentes à chaque mission, bah, c'est du game design complètement révolutionnaire pour l'époque. C'est ça. Et qu'on retrouve encore aujourd'hui. Hein. Oui, bien sûr qu'on retrouve complètement C'est aujourd'hui. ça. Tu prends les 3 factions, StarCraft 2, qui a encore D'accord, ouais. qui a encore du succès, bah, ils ont 3 factions. Ah ouais, bien sûr. Et puis, de manière générale, voilà, n'importe quel RTS C'est ça. utilise comme base, quoi. Ouais. Enfin, RTS, donc, oui, Real Time Strategy. Voilà, c'est ça. donc jeu de stratégie en temps réel. Voilà. Donc, voilà, petite parenthèse sur les jeux. Moi, ça me semblait C'est bien. ça. Effectivement, je suis assez Ouais, il y en d'accord, a c'était pas pareil. il y a Dune 2000 en 98, mais c'est une suite, pour le coup, on ne peut plus classique. C'est quoi Dune 2000 du coup C'est J'ai la vu des suite images par PS1, Westwood, c'est juste une version plus moderne ok. du premier jeu, de Dune 2 plutôt. Ouais, ok. Dans les jeux vidéo récents, toujours, il y a Dune Spice Wars, qui est un 4X. Ah oui, un Forex, oui, c'est vrai, on C'est en ça. avait parlé. Ouais. On peut jouer 4 factions, et du coup, on doit asseoir notre dominance sur Dune. Est-ce qu'on a des victoires culturelles peut-être Comme dans. Il me semble que c'est quand comme même dans plus Civilization. action que Ouais, combat que plus comme, qu'un 4X. ouais, plus comme Age of Empire par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, ouais. Un dernier petit jeu Ouais, que bien j'ai sûr. découvert, Très bien. il y a un jeu vidéo porno qui parodie le premier jeu vidéo Dune, Quoi C'est pas qui possible. s'appelle Behind the Dune, créé par un mec qui s'appelle David Balsamic. David Balsamic. Voilà. Magnifique. Ok. Vous le saurez, il existe un jeu vidéo qui parodie le premier jeu Dune. Et sur le moment, j'ai cru que c'était un remaster en voyant les images. Ah, non. Jusqu'à ce que je vois les premiers personnages féminins. Et là, j'ai dit, ah non, ça c'est du porno. Ok, Voilà. très bien, magnifique. Petite parenthèse. Magnifique. Alors là, je suis scotché. Je suis scotché, d'accord. Et il y a des phases de RTS dans le jeu ou c'est juste Oui, le point and click de ce que j'ai vu des images, oui. Très bien. Voilà, ça n'a aucun sens, mais parfait, très bien. Pour citer un philosophe de YouTube, on peut kékétiser n'importe quoi. Voilà. Exactement, la Donc- fameuse règle 34. Ouais, roule 34. Ouais, c'est assez terrible. On le recommande pas. Hein, Non. surtout qu'en plus, voilà, un jeu développé déjà ouais, dans le but de se. Ouais, non, voilà, hein, très bien. Non, jouer au parfait. premier jeu de Cryo Interactive, voilà. Ok. Qui est dispo en abonnement Ou à Dune 2. aussi. Bon, Voilà. petite parenthèse, jeu vidéo fermé. Voilà. On va partir sur la conclusion. Yep. Alors, qu'est-ce que toi tu retires de cette expérience de Dune et est-ce que tu le recommandes? Alors, je vais préciser tout de suite une chose. Oui, Dune de David Lynch est un mauvais film. Ça, je ne peux pas le nier. Mais il a suffisamment quelque chose d'intéressant pour vouloir le voir. Je le recommande pas pour une soirée popcorn, ça non. Mais si vous avez du temps et que vous êtes curieux, je pense qu'il faut le voir. Plus pour la culture
que vraiment pour passer un bon moment devant un film. Mais voilà, je recommande de le voir, mais ne vous attendez pas forcément à du grand cinéma, mais à quand même un ovni et un truc un peu particulier qui a quand même marqué le cinéma. C'est une mauvaise expérience, mais qui a marqué et qui a apporté les bonnes choses. Ouais. Alors, je suis d'accord avec le fait que ce soit une mauvaise expérience qui apporte des bonnes choses. Je serais pas aussi positif. Je pense pas à le recommander. C'est-à-dire, on a élaboré plein de points, ça paraît intéressant, mais si vous allez le regarder, vous allez le trouver interminable. Moi, c'est ce que je pense. Je le recommande que dans quelques configurations extrêmement précises. C'est genre, vous vous dites, ouais, j'adore David Lynch, je veux voir tous ses films. Bon, il manque celui-là. Allez, faites-vous un Dune de 2h10. Vous aimez beaucoup l'univers de Dune, vous essayez de voir tout ce qui a été adapté, vous vous êtes tapé la série. Bon, bah, regardez-vous le film. C'est genre, je pense que c'est. Voilà, j'ai pas vu la série, mais de ce que j'en entends dire, voilà, c'est probablement mieux finalement de regarder le film de David Lynch. À part dans ces cas de figure-là, je peux pas le recommander parce que c'est dur, c'est long, c'est. Et moi, je pense que après ça, je ne le reverrai plus jamais de ma vie. Je ne veux plus jamais voir ce film. Même si la version de 3h30 sort. Sauf si, ouais, c'était effectivement le truc que j'avais préparé. C'est effectivement, tu as raison. S'il y a la version de 3h30 qui sort, je la regarderai avec grand plaisir. Mais dans l'immédiat, non. Je veux plus revoir ce film. Je peux plus. Voilà, bah, je pense que c'est à peu près tout. Oui. Je pense qu'on peut se dire au revoir. C'était un plaisir d'être là pour vous, pour Dune, pour parler de Dune avec toi, Quentin. Tout à fait, c'était un plaisir de venir défendre un peu ce film. Oui, effectivement. Et je te remercie parce que ça, moi, personnellement, ça m'a un peu ouvert l'esprit sur Dune. Parce qu'avant, j'étais vraiment en mode, mais pourquoi tout le monde aime ce truc, machin. Je comprends un peu plus facilement. Et surtout, restez ouvert d'esprit. Voilà. Regardez des films, c'est le plus important. On vous dit à bientôt. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta. Bref, sur les plateformes dans lesquelles on participe. Au nom de Drakkar Productions, notre production qui produit donc cette émission, l'Enregistroscope. C'était Dorian et Quentin. Et je vous dis ciao, bye bye. Allez, salut. Salut.